Je suis député européen. Quand je regarde la manière dont sont conduits les débats, les propos de la plupart de mes collègues, et quand je dis la plupart, c'est plus de 80% sur 720 députés, pour eux, la guerre est inévitable. D'abord, la guerre, visiblement, ça effraie plus personne. On est aujourd'hui dans des générations où personne n'a connu la guerre. Personne, les guerres, c'est à la télé. Et donc, c'est devenu une sorte d'hypothèse comme une autre, sans mesurer forcément le drame et tout ce que ça peut entraîner. Ensuite, me tournant vers la situation française, j'ai trop de respect pour les militaires pour dire ce que je pense de leurs propos. J'ai été enseigné, éduqué dans une école militaire à Aix-en-Provence, donc j'ai un profond respect pour les militaires, mais comme je côtoie les politiques, j'en ai peut-être moins pour certains politiques. Franchement, on voit très bien que c'est la dernière bouée de secours de M. Macron. Voilà. Et d'ailleurs, c'est symptomatique que quand on regarde les sondages des personnalités politiques en Europe, quasiment les deux plus mauvais aujourd'hui, c'est le Premier ministre britannique, Keir Starmer, et Emmanuel Macron. Les deux rêvent d'une guerre extraordinaire, à faire des coalitions qui ne se dérouleront jamais parce que malheureusement, il n'y a toujours pas la paix. Et donc, on entretient un climat qui consiste à dire la guerre est inévitable. Voilà. Et vous devez répéter la guerre est inévitable. Et aujourd'hui, tout le monde... j'allais dire, met son grain de sel pour expliquer ces propos-là. Je ne les avais pas vus, j'ai pas vu cette émission, mais ça ne me surprend pas parce que si vous voulez être bien vu par les médias mainstream, vous devez expliquer que préparez-vous à la guerre, elle est inévitable. Voilà, donc je pense que la guerre n'est pas une fatalité. Je pense que si elle éclate, c'est parce que certains l'auront voulu. Comme d'ailleurs, on en parlera peut-être, mais cette guerre à l'heure actuelle en Ukraine, certains l'ont voulu à l'Est, mais à l'Ouest aussi. Et donc, tout ça m'inquiète parce que il y a une sorte d'accoutumance. Vous savez, bien sûr. J'ai l'impression que c'est une comme... petite musique de fond. Voilà, on vous donne une dose, 2 doses, 3 doses, et après, ça y est, bon, vous êtes accro et vous êtes calme. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de nos politiques et beaucoup de nos médias sont... en réalité branchés sur la guerre est inévitable. Et puis vous avez périodiquement des rapports qui vous disent que les services secrets de Liechtenstein ou du Danemark ont trouvé que en 2027, la guerre était inévitable, ou en 32, elle est inévitable. Je connaissais pas ce rapport-là qui nous expliquait où allait passer... ça, c'est un journaliste, hein, mais les coutumiers du fait, Bruno Pilat. Non, puis vous avez des abonnés, quoi. Bruno Tertrais. Oui, bien sûr. Je relisais hier soir, c'est extraordinaire. Ça, c'est un de mes favoris. Franchement, je relisais les articles qu'il a écrits sur l'Irak et la Serbie. Je vous invite tous vos auditeurs, là, vous tapez Bruno Tertrais, Irak, et vous vous rendez compte que finalement, certaines maladies, même avec les vaccins, se soignent pas. Appelant à la guerre et tout ça. Mais il disait très clairement dans un long article, qui d'ailleurs c'est le premier qui sort si vous tapez les deux mots, là, on n'est pas sûr qu'ils aient des armes, mais quand même il faut la guerre parce que c'est le moins pire, etc. Et donc ces gens-là sont, j'allais dire, biberonnés à l'OTAN, et récite par moments le discours sans aucun problème. Moi, je pense heureusement que la guerre est évitable. Et puis, je répète, la guerre, c'est pas 2% d'inflation, quoi. C'est beaucoup plus grave. Depuis 2 ans, l'Ukraine fonctionne grâce à l'Union européenne. On paye tout à l'Ukraine. Il faut payer les écoles et tout ça ne sera jamais remboursé. Parce qu'en réalité, quand vous lisez le rapport, qui est honnête, comme très souvent les rapports des cours des comptes, ils vous disent « Ah oui, mais il n'y a pas beaucoup de dons, il y a beaucoup de prêts. » Sauf que vous avez, je ne veux insulter aucun État africain, mais vous avez plus de chances, à mon avis, d'être remboursé aujourd'hui par un État africain que par l'Ukrainien. Et donc tout ça, à la sortie, finira par aux frais du contribuable français. Deuxième chose, moi, j'ai jamais voté la moindre sanction et la moindre aide financière à l'Ukraine. Voilà, d'abord... on m'accuse d'être proche des Russes. Je vais vous faire une confidence. Enfin, c'est pas une confidence. Le seul groupe d'amitié que j'ai présidé dans cette région, quand j'étais député, puisque j'ai été député français 25 ans, c'était France-Ukraine. Voilà, j'ai présidé France-Ukraine, ce qui m'a donné d'ailleurs l'occasion... C'était peut-être une autre Ukraine. C'était l'Ukraine qui... Yanukovych, non? C'était l'Ukraine de Yanukovych. Et après...
qui est passé, effectivement, j'ai Après le Maïdan. J'ai vécu les époques de Maïdan, 2013, 2012. Mais d'ailleurs, comment ça se passait au niveau de votre cercle d'amitié franco-ukrainien? Le Maïdan, vous étiez divisés, certains étaient Non, pour. c'était le groupe d'amitié parlementaire. D'accord. C'est-à-dire que dans le groupe d'amitié parlementaire, c'est plus du suivi de relations. Après, chacun avait ses opinions. Et puis, sur le moment, personne n'a vraiment compris ce qui se passait, il faut dire la vérité. On était quelques-uns à dire en réalité c'est un coup d'État, voilà. Mais beaucoup acceptaient le narratif officiel qui consistait à dire que c'était une révolution spontanée, etc. Aujourd'hui, je crois que même ceux-là en sont revenus. Et même une réponse à l'annexion de la Crimée? Non, le rattachement de la Crimée. Le rattachement. Voilà, attention, monsieur. Non. Le terme est disputé. Oui, bon. non, le rattachement de la Crimée, parce que le terme est... Voilà, la Crimée, quand on la connaît, est intrinsèquement russe. Alors vous allez me dire comment vous la connaissez? Parce que justement, quand vous êtes président de France-Ukraine à l'Assemblée nationale, et que les Ukrainiens invitaient des députés étrangers pour des réunions, devinez où est-ce qu'on les passait? On les passait en Crimée. Parce que c'était un peu la vitrine. Après, on allait à Kiev, puis après on allait en Crimée. Et en Crimée, j'allais toujours à Sébastopol, parce que peut-être que vos lecteurs ou auditeurs ne le savent pas, c'est à Sébastopol qu'il y a le plus grand cimetière militaire français à l'étranger. À l'extérieur de la France. Voilà, puisque le premier cimetière militaire français, en réalité, on le crée pendant la guerre de Crimée, où malheureusement les 2/3 des victimes françaises sont mortes de malaria mais pas du tout au combat. Et donc il y a ce cimetière militaire français à Sébastopol, et donc chaque fois on y allait, ce qui nous permettait de voir l'état de la Crimée. L'état de la Crimée à l'époque, quand on discutait avec des gens, c'est des gens qui avaient l'impression qu'ils étaient rejetés, on voyait très bien qu'il n'y avait aucun investissement, etc. Et quand on me dit, allez, les Russes ont conquis la Crimée, je pose deux questions. Combien de morts et combien de réfugiés? Parce que quand j'entends les médias européens, on a l'impression que toute la population était terrorisée. Il n'y a pas eu un réfugié voilà. Parce non, que et il y a aussi un chiffre significatif, c'est le nombre de soldats ukrainiens présents en Crimée par rapport à ceux qui sont partis. Oui. Et je crois qu'on est à 3 quarts ou 80% de la garnison, qui est que resté. 12 000 hommes qui sont décidés de rester en Crimée. C'est le rapport que cite entre autres Xavier Moreau dans son dernier ouvrage. Voilà, donc effectivement, la Crimée culturellement était russe. Je le répète, le meilleur exemple, il n'y a pas eu de combat. Comme vous le rappelez, même les soldats qui étaient stationnés et qui avaient officiellement à cette époque-là le drapeau ukrainien sont passés sans aucun problème du côté russe. Et il n'y a surtout pas le moins de réfugiés. Donc la Crimée, c'est quand même un cas à part. Alors je vais revenir sur ces fameuses aides. Donc l'Europe, mon principal bailleur de fonds, il y a un chiffre assez significatif pour l'an prochain dans le budget américain. L'aide à l'Ukraine est aussi autour de 500 millions de dollars. En chute libre par rapport aux dizaines de milliards investis dans les années précédentes. Est-ce que ça veut dire que maintenant l'Europe est aux commandes avec le matériel américain, puisque nous achetons du matériel américain pour le donner aux Ukrainiens? C'est génial, non? C'est quand même incroyable. C'est génial. Non, mais... Et vous avez assisté, à vous, en tant que député européen, à la mise en pratique de tout ça? Oui, mais je pense qu'il faudrait créer l'Oscar de la connerie et le donner à l'Union européenne. Franchement, aujourd'hui, on finance sans contrôle quasiment l'Union européenne, je dis bien sans contrôle. En novembre 2021, c'est-à-dire novembre 2021, c'est quelques mois avant le début des hostilités. Enfin, la reprise des hostilités, puisque pour moi, elles ne se sont jamais arrêtées depuis 2014. Il y a un rapport de l'Union européenne les combats ne sont pas étendus, qui dit où est passée l'aide de l'Ukraine. Je peux vous citer les chiffres de mémoire. Le rapport dit, avant cette période, dans les dernières années avant ce rapport, on avait donné 17 milliards à l'Ukraine. 17 milliards. Où est-ce qu'ils sont passés? Et le rapport dit, en réalité, tout ça a servi à enrichir la grande délinquance. Et les milieux mafieux et la grande corruption. Oui. Voilà. Il y a même un exemple, un chapitre qui est assez, j'ose pas dire marrant, qui est assez dramatique. Par exemple, à un moment, on avait donné 1 milliard pour aider les hôpitaux ukrainiens pendant la crise de Covid. Et les rapporteurs disent on a contacté la plupart des hôpitaux en Ukraine, pas un n'en a vu 1 euro. Oui. Donc on sait que cet État est structurellement gangréné par la corruption à un niveau sans commune mesure. Et aujourd'hui, on sait que ça continue. Alors, justement... Et on continue à déverser des milliards sans contrôle parce que, pour le moment, tout ça
pour le moment, n'est pas trop ruineux par l'Union européenne parce qu'on le fait, je le répète, essentiellement sur des prêts. Il y a toujours une petite partie dedans, mais sur des prêts. Or, à partir de 2029 ou 2030, je ne me souviens plus l'année donnée par la Cour des comptes, l'Ukraine va devoir commencer à rembourser. Et là, les Français vont recevoir la note. Je dis les Français, pourquoi ? Parce qu'on oublie toujours que l'Union européenne, ce n'est pas de l'argent magique. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens quand on dit l'Union européenne donne, l'Union européenne donne. L'Union européenne, il y a des clés de répartition. Le plus gros contributeur, c'est l'Allemagne, 22%. Désormais, la France, 19%, deuxième contributeur. Et troisième contributeur, l'Italie, qui est à 15 ou 16%. Ça veut dire que chaque fois que, par exemple, vous entendez, on a donné 50 milliards à l'Ukraine. 50 milliards. Ben, faites le compte. 50 milliards, ça fait à peu près 8 ou 9 milliards. Français. Donnés, je ne dis pas de bêtises, 10%, c'est 5, oui. Donnés par les Français. 8 à 9 milliards. Et pendant ce temps, au Parlement français, on rame pour économiser 500 millions, etc. Et le tonneau est ouvert. C'est sans fond. Et donc, aujourd'hui, on atteint quand même le summum de la bêtise sur 2 points. C'est-à-dire que, comme vous l'avez très bien décrit, désormais, les Américains, dans leur grande générosité, acceptent de vendre des armes aux Européens pour qu'on les donne aux Ukrainiens. Oui. Et en plus, comme cela a été révélé, je crois, par leur secrétaire à la Défense, ils prennent même 10% de plus pour subventionner je ne sais plus quoi de la défense américaine. C'est quand même extraordinaire. Et puis, pendant ce temps, l'Union européenne dit qu'elle a créé un fonds de 150 milliards pour réarmer l'Europe. Et 15% de ces 150 milliards peuvent être des armes qui ne sont pas fournies en Europe. C'est-à-dire qu'en plus, on subventionne, on prévoit dans les subventions une partie pour acheter des armes aux États-Unis. Elle n'est pas belle, la vie, pour les Américains. Oui. La démocratie alimente un système corrompu, parce que d'abord, ça fait tourner une partie de notre économie, soyons honnêtes. Deuxièmement, depuis que l'opération spéciale, comme les Russes l'ont nommée, a démarré, opération militaire spéciale. Oui, militaire, vous avez raison. Ouais, vous parlez mieux la langue du Kremlin que moi. Non, plus sérieusement, c'est une opération gigantesque pour les Américains. Regardez, avant, on avait une énergie propre, pas chère et écologique. Enfin, propre, pas chère et proche. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, l'Europe achète une énergie qui est beaucoup plus lointaine, beaucoup moins écologiste, puisqu'on sait très bien que le gaz de schiste, américain, c'est du gaz de schiste, mais GNL, c'est beaucoup mieux. Et qu'en plus, on la paye plus cher. Et en plus, maintenant, on achète des armes aux Américains pour le grand gagnant de toute cette guerre, quoi qu'il arrive, ce sera les États-Unis. Voilà. Après, sur l'Ukraine, aujourd'hui, c'est quand même l'autre escroquerie, c'est que ça nous est présenté comme un modèle pour l'Union européenne et qu'il faut défendre. Et de toute façon, toute cette histoire, on n'a plus besoin de vérité, quoi. Je veux dire, on n'a plus besoin de vérité. Dès qu'on voit un drone, il est russe. Et si jamais quelqu'un ose dire, c'est peut-être un trafiquant de cigarettes. Alors là, vraiment, vous êtes un complice du Kremlin qui, tous les mois, vous paye, bien sûr. Alors, il y en a un qui est un petit peu l'empêcheur de tourner en rond en Europe, c'est Viktor Orban, évidemment. Il a déclaré récemment, au lieu de faire preuve d'arrogance, de souffler par rapport aux propos des généraux, de souffler, il répondait pas à ses propos, mais à un contexte général, de souffler sur les braises d'une guerre sans fin. Nous devons négocier avec la Russie. Seul le dialogue peut amener la paix sur notre continent. Alors, ce qu'on a quand même remarqué, il y a pas si longtemps que ça, que certains, au niveau européen, proposaient de priver la Hongrie de son droit de veto à la Commission européenne en raison de ses choix géopolitiques et de sa persistance à acheter du pétrole aux Russes. Alors, cette Hongrie, elle s'est développée depuis ces dernières années sur une trajectoire inverse du modèle européen, exaltant son passé, son identité, refusant l'immigration et pratiquant une diplomatie qui parle à tout le monde, Russie comprise. Est-ce que pour vous, ça a été une surprise que Budapest ait été choisi par Poutine et par Trump pour accueillir leur possible prochain sommet? Non, parce que aujourd'hui en Europe, Orban et Fico en Slovaquie, mais Orban a plus de stature, d'histoire personnelle. Ce sont les deux États qui cherchent la paix. Parce que quand on regarde, Orban a quand même dit quelque chose qui mérite la guillotine. Il a dit qu'il fallait chercher la paix. Voilà. Et Fico est allé aux commémorations à Moscou. Et Van der Leyen et tous les autres ont immédiatement expliqué que les propos d'Orban étaient scandaleux.
Voilà, Orban est peut-être le seul, c'est pas peut-être, est l'un des très très rares à effectivement essayer de trouver une voie de dialogue et une voie pour arrêter une guerre qui peut déraper du jour au lendemain. Voilà, et donc on voit très clairement qu'en Europe, toute personne qui dit peut-être il est temps d'arrêter ça, peut-être il faut négocier la paix, aujourd'hui est un hérétique. Moi, je pense que l'Union européenne fonctionne comme une religion. Quand je fais les conférences dans les écoles, je dis toujours, si vous voulez comprendre l'Union européenne, c'est une religion. Si vous ne partagez pas son objectif, vous êtes un hérétique. Et comme tous les hérétiques, vous devez. Alors, on ne vous brûle plus aujourd'hui, mais. Socialement, peut-être. Mais socialement, on essaie de vous cramer, et puis on essaie de vous salir par tous les moyens. Si vous ne partagez pas, c'est que vous êtes payé, c'est que vous avez des accointances, c'est que vous avez des intérêts. D'ailleurs, c'est toujours marrant, excusez-moi, la question des journalistes, c'est mais Monsieur Mariani, quels sont vos intérêts pour défendre ces positions? Je réponds non, c'est simplement des convictions, quoi. Voilà. Et donc je pense que l'attitude d'Orban est la seule responsable en Europe.